Bonsoir à tous. Je sais que vous êtes très nombreux et je suis vraiment ravi de vous accueillir à ce webinaire organisé par Medical Professional consacré à l'échographie de la hanche et du creux inguinal. Alors ce que je vous propose pour ce soir, c'est d'abord de faire un petit PowerPoint d'une demi-heure où on va passer en revue les coupes à réaliser, mais aussi toutes les pathologies qu'on peut rencontrer à ce niveau. Et ensuite, on fera la démonstration pratique et puis, bien entendu, je répondrai aux questions que vous aurez voulu me poser. Alors, je vous dis dès à présent que vous avez deux boutons que vous pouvez utiliser. Un bouton suggestion qui vous permettra, en écrivant votre mail, de recevoir l'attestation de participation à ce webinaire. Et bien sûr, le bouton commentaire qui vous permettra d'écrire les questions que vous souhaitez me poser. Ah, vous allez dire, mais pourquoi la hanche ? Pourquoi la hanche ? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, en dehors de chez le nourrisson, à faire de l'échographie de la hanche ? Eh bien, on se pose la question parce que souvent, on se rend compte que le patient vient pour une douleur antérieure, une douleur latérale, une douleur postérieure, et que c'est vrai, les clichés standards ne sont pas informatifs et qu'on n'a pas une idée précise du diagnostic. Parce qu'en fait, notre but, quand on fait de l'imagerie, c'est d'essayer d'expliquer la symptomatologie du patient. Alors, on va d'abord faire quelques coupes. On va commencer par la coupe sagittale. Cette coupe sagittale, bien sûr, c'est celle qui passe par le col fémoral et on va mesurer l'épaisseur de ces replis au devant du col en faisant bien attention au fait qu'ils sont majorés en rotation interne. On verra ça tout à l'heure à la démonstration. Et qu'il faut surtout regarder la différence entre les deux côtés en sachant qu'une différence de 2 mm est pathologique et surtout cet aspect bombé que vous voyez ici qui est tout à fait pathologique. Ensuite, on va se décaler un petit peu pour faire cette coupe très intéressante analysant le labrum qui vient recouvrir la tête comme vous le voyez ici. En décalant un peu sa sonde, on va également analyser le tendon du psoas qui vient se réfléchir sur le versant antérieur du cotyle et puis, un peu plus en latéral, l'insertion directe de ce tendon, l'insertion du tendon direct du droit fémoral sur l'épiniliaque antéro-inférieur. On y reviendra. Ensuite, en se décalant pour les coupes médiales, je vous recommande ce schéma de mon ami Lionel Pesquet parce qu'il vous montre qu'en fait, il n'y a qu'un seul adducteur qui s'insère sur le pubis, c'est le long adducteur, qui a des fibres prépubiennes qui le mettent en continuité avec le tendon du droit de l'abdomen, qui est parfois précédé, si je puis dire, d'un petit muscle pyramidal. Donc en fait, vous avez une continuité entre le droit de l'abdomen, les fibres prépubiennes et le tendon du long adducteur. Et donc ça, c'est vraiment le carrefour extrêmement important à explorer. Dans le plan axial, la coupe la plus importante est la coupe du creux inguinal. Cette coupe du creux inguinal va vous montrer les différents faisceaux de ce muscle psoas iliaque, va vous montrer aussi l'insertion du tendon direct du droit fémoral sur l'épiniliaque antéro-inférieur, comme ce petit chapeau qui vient couvrir l'épiniliaque, et surtout vous montre parfaitement ce tendon du psoas qui repose, vous voyez, sur la corticale sous-jacente. En allant un peu plus en médial, on verra bien sûr les coupes sur la symphyse, avec, si on est en proximal, le tendon du droit de l'abdomen recouvert éventuellement par le muscle pyramidal qui n'est pas toujours présent, et un peu plus distalement, mais le tendon du long adducteur avec ces espèces de petites oreilles là, qui viennent se mettre sur le côté de la zone d'insertion. On regardera la largeur de la symphyse et éventuellement on regardera s'il n'y a pas des irrégularités à ce niveau. On continuera toujours dans cette étude inguinale par étudier cette cloison frontale du long adducteur. Parce que cette cloison frontale, c'est le repère conjonctif capital du long adducteur et très souvent, cette cloison est le siège de pathologie qui explique la douleur du patient. Alors aujourd'hui, on ne va pas, parce que ce serait trop long, faire les orifices herniaires, ça fera l'objet d'un autre webinaire, mais c'est vrai, on peut également étudier l'orifice inguinal profond entre le muscle droit de l'abdomen, je vous montrerai la coupe à faire, et les vaisseaux en mettant l'artère épigastrique inférieure au milieu, et bien sûr l'orifice crural en superficie du pectiné et au versant médial de la veine fémorale. Bon, il est bien évident que si les clichés radiographiques vous montrent une arthrose ou comme ici une arthrite,
Bien entendu, l'écho n'a aucun intérêt. L'écho n'a aucun intérêt. Mais le plus souvent, malheureusement, si je puis dire, les clichés ne donnent pas l'information. Et à ce moment-là, l'écho prend vraiment le relais en vous montrant toutes les structures qu'il y a entre la peau, et parfois l'épaisseur est importante et c'est embêtant, mais on va comprimer doucement toute l'épaisseur entre la peau et la tête fémorale, et vous voyez bien entendu ici par exemple ce labrum qui vient recouvrir la tête, et ici regardez cette petite déformation à la jonction tête-col qui doit vous faire subodorer l'existence d'un conflit en interne. Bon, il y a beaucoup de pathologies, il y a beaucoup de diagnostics différentiels. Il faut être systématique si on veut vraiment arriver au diagnostic. On va commencer par les pathologies osseuses ou osteoarticulaires. Alors vous me direz, bien sûr, c'est stupide d'aller faire une écho quand il y a une fracture du col. Évidemment que non. Mais par contre, ce n'est pas toujours simple. Et regardez ici cette petite fracture de fatigue de la branche iliopubienne. Eh bien, celle-là, sur les clichés standards, on ne la voyait pas très bien. De même, parfois, et en particulier chez des femmes qui font des marathons, on voit arriver ces fractures de fatigue qui sont parfois de petits soulèvements millimétriques de la corticale. Et croyez-moi, c'est vraiment important de le diagnostiquer à ce niveau. Alors, une pathologie qu'il ne faut pas oublier, c'est le gamin de 13 ans qui joue au football. Et il se plaint du creux inguinal. Eh bien, dans 99% des cas, c'est une apophysose du noyau de l'épine iliaque antéro-inférieure sur lequel vient s'insérer quoi? Mais vient s'insérer le tendon direct du muscle droit fémoral qui, comme vous le savez, est le tendon du shoot. C'est pas étonnant qu'ils aient mal au foot. Et de temps en temps, le gamin, il va faire un shoot. Vous complétez ça par un Doppler éventuellement, et toujours, bien sûr, par la différence entre les deux côtés. Et parfois, ce gamin, il fait un shoot, et là, il doit s'arrêter. Il ne peut plus jouer. Pourquoi? Parce que, regardez, il a arraché son noyau apophysaire. Donc ça, c'est une véritable fracture. C'est une fracture, donc il faut absolument interdire le sport à ce gamin, sous peine d'avoir vraiment des embêtements, et en particulier d'énormes ossifications qui vont le gêner durant toute sa vie. Alors, dans les pathologies articulaires, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on fait pour différencier épanchement et synovite? En fait, vous avez deux trucs. D'une part, la compression. Si c'est du liquide, ça va s'effacer. Et puis le Doppler, en sachant quand même que parfois c'est profond et que ce n'est pas évident, dans chaque cas, de faire la différence entre les deux. Et puis une pathologie qu'on va bien repérer en échographie, ce sont les nodules chondromateux et ostéochondromateux. On les voit bien au niveau des récessus. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'on ne voit pas tous les nodules. En particulier, on ne voit pas ceux qui sont au fond de cotyle. Et ce sont les plus importants. Parce que vous savez que le chirurgien, s'il y a des nodules dans le fond de cotyle, il doit faire une désarticulation. Une désarticulation. Alors ça, bien sûr, en échographie, on peut alerter sur un diagnostic d'ostéochondromatose, mais on ne peut pas être complet dans ce diagnostic. On en arrive maintenant au labrum. Ce labrum, il a une taille variable en fonction de la taille du cotyle osseux. Si le cotyle est fort prononcé, le labrum sera plutôt de petite taille et vice-versa. Ce labrum renferme parfois un os acétabulaire, qu'on voit très bien sur les clichés standards. C'est une structure osseuse tout à fait banale, que l'on voit bien et qu'il faut absolument banaliser. Qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir d'abord des désinsertions. On peut y voir des désinsertions, on peut y voir des fissurations, on peut y voir de véritables ruptures, comme dans ce labrum dysplasique chez un patient qui avait une insuffisance de couverture cotyloïdienne. Et puis ce qu'il y a, c'est que parfois, ce n'est pas une ossification, c'est une calcification, un dépôt d'hydroxyapatite exactement le même que dans le tendon du supraépineux qui se trouve dans ce labrum. Et alors là, dans ces cas-là, vous verrez autour de la calcification ce petit remaniement irritatif, si je puis dire, tout à fait typique, qui témoigne de la présence de quelque chose qui vient irriter le labrum. Et puis une pathologie vraiment fréquente, c'est que vous avez des petites fissurations du labrum. Ces petites fissurations, elles vont traverser le labrum et former une petite poche liquidienne à sa superficie. Et cette poche, elle va grandir. Le liquide de l'articulation va passer au travers de la fissuration et cette poche va grandir, pour venir s'individualiser entre le labrum et le muscle psoas. Et bien entendu, dans ces cas-là, vous aurez une véritable collection qui n'a rien à voir avec la bourse du psoas
Et cette collection, vous pourrez très bien la ponctionner et l'infiltrer sous échographie. Alors, il faut aussi savoir que dans des hanches qui ne sont pas toutes jeunes, ce n'est pas du liquide qu'on va voir, ce sont vraiment des débris, des petits morceaux de cartilage, et tout ça va vous donner parfois cette espèce de véritable masse qui vient refouler le muscle psoas, qui est tout à fait net et qui vient refouler le muscle psoas. Ce sont des fissurations du labrum qui vous donnent ces aspects. Il y a aussi la bourse du psoas. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez un tendon qui vient se réfléchir sur un os, il faut une bourse pour faciliter le glissement. D'habitude, on ne la voit pas. Mais dès qu'elle fait 2 mm comme ici, vous pouvez être certain que le patient aura une douleur. Bien entendu, parfois, ce sont des véritables haltères qui passent en dessous du tendon et se développent de chaque côté, qui sont extrêmement impressionnantes. Parfois aussi, en cas d'atteinte inflammatoire, vous aurez une vascularisation réactionnelle au Doppler. Mais ces bourses, elles peuvent prendre des distensions, des aspects complètement variés, comme ici cet aspect tubulaire. Et surtout, en post-opératoire, vous aurez parfois de véritables distensions kystiques. C'est exactement comme un kyste du creux poplité. Le liquide peut rentrer dedans et ne peut plus sortir. Et donc, ça se distend. C'est principalement en post-opératoire qu'on voit ça. Et n'oublions pas aussi qu'en post-opératoire, encore plus que chez les patients âgés, ce n'est pas toujours du liquide qu'on va voir, c'est parfois une structure vraiment échogène. Alors en post-op, quand vous voyez un patient qui a mal, qui est opéré, regardez sa cicatrice. Vous regardez la cicatrice et vous suivez la cicatrice avec votre sonde pour rechercher le liquide. Et puis vous suivez ce liquide. Regardez ici, j'ai suivi le liquide et il arrive où ? Il arrive à l'extrémité de la plaque. C'était une infection. Donc toujours traquer les collections liquidiennes, c'est très important. Et puis vous savez très bien que l'une des principales causes de douleur inguinale après une prothèse, c'est bien sûr le conflit entre la face antérieure du cotyle ou une irrégularité, par exemple un morceau de ciment à cette partie antérieure, et le tendon du psoas qui vient frotter sur ce cotyle. Alors il y a 1000 des mesures qui ont été faites, il y a plein de critères qui ont été définis. Pour moi, il y a 2 choses. Une part, c'est la différence entre les 2 côtés, et d'autre part, vous glissez votre doigt sous la sonde, et croyez-moi, le patient vous dira tout de suite si c'est ça qui lui fait mal. Là également, bien entendu, mais avec d'importantes précautions d'asepsie et l'accord du chirurgien, n'hésitez pas à infiltrer cette zone et puis à faire des mouvements d'étirement de ce tendon du psoas, et vous rendez des services fantastiques à votre patient. Alors après ostéose articulaire, on en arrive à muscles et tendons. Et croyez-moi, regardez, il y a du boulot. Je vous ai mis en jaune ce qui était le plus fréquent, mais vous pouvez tout voir. Vous pouvez tout voir. On va commencer en antérolatéral. En antérolatéral, vous savez que vous avez le tendon direct du droit fémoral, mais n'oubliez pas que vous avez également un tendon indirect. C'est un tendon indirect qui va vous donner la cloison sagittale du muscle droit fémoral. Et ce tendon indirect, lui, il s'insère sur le cotyle. Eh bien, ces tendons, ils peuvent avoir des anthésopathies calcifiantes, anthésopathies spiculaires, tout ce que vous voulez, et puis ils peuvent s'arracher. Rupture ici, chez un jeune footballeur, du tendon direct, arrachement de l'attache cotyloïdienne du tendon indirect chez un autre, avec, vous voyez, un petit fragment osseux. Tout peut se voir, et c'est loin d'être rare, croyez-moi. Au niveau de l'insertion distale du psoas, c'est pas facile à faire. Je vais vous donner les petits trucs en faisant la démonstration. On recherche surtout des calcifications et des ossifications à cet endroit-là. Et puis on va suivre ce tendon du psoas. On va le voir passer au-dessus du cotyle. Et parfois, on peut voir un clivage à son niveau. Et il n'y a pas qu'en post-opératoire qu'il peut y avoir un conflit entre ce tendon et le cotyle. On voit ça par exemple chez certains sportifs, ceux qui font du saut de haie. Et à ce moment-là, vous voyez que le plan sagittal, n'est pas très évident, mais par contre, la coupe comparative axiale, et comme toujours, le doigt glissé sous la sonde, croyez-moi, ça marche très très bien. Autre chose à ce niveau, c'est la jonction myotendineuse de ce psoas. Cette jonction, elle est très vascularisée, des différents composants de ce psoas, va-t-on dire. Et là aussi, regardez, c'est vraiment la coupe axiale comparative. Vous avez intérêt à diviser votre écran en 2. Coupe axiale comparative, vous voyez ici, ce nuage hyperéchogène qui correspond en fait à cette hémorragie, à cette suffusion hémorragique de cette zone très vascularisée. Parfois, en particulier
chez les patients âgés sous anticoagulants, vous pouvez même voir à ce niveau de véritables hématomes qui vont décoller le psoas de l'aile iliaque. Une particularité de ce tendon du psoas, c'est qu'il peut sauter, en particulier chez les jeunes filles et surtout celles qui font de la danse. C'est pratiquement normal chez elles. Le plus important, c'est d'enlever de la tête de la mère l'idée que ce soit l'articulation. J'ai l'articulation de ma fille qui saute. Non, madame, ce n'est pas l'articulation de votre fille, c'est le tendon du psoas. Et ce n'est pas toujours évident de leur faire confiance. Ce sont nos amis canadiens qui nous ont appris ça, parce qu'avant, on disait beaucoup de bêtises. Vous savez qu'en fait, ce n'est pas le muscle psoas, c'est le muscle iliopsoas. Et il y a beaucoup de composantes à ce muscle, il y en a plusieurs. Et donc, en fait, nous, on va regarder ce tendon-là, ce tendon du psoas. Eh bien, Étienne Cardinal et ses amis ont bien montré qu'en position d'abduction rotation externe, une partie du muscle psoas vient s'insinuer entre le tendon et le cotyle. Et lorsque vous remettez votre patient le membre inférieur en extension, eh bien, ce fragment de muscle va s'enlever, si je puis dire, de cet espace, et le tendon va se replaquer sur la corticale du pubis. Ça va se replaquer sur la corticale, et parfois, avec un bruit qu'on peut même entendre. Regardez ici, vous voyez, voilà, c'est tiré de l'article d'Étienne Cardinal, c'est ce que je vous ai dit, et parfois avec un bruit tel que ça va faire un strike artefact. En fait, c'est le bruit simplement qu'on entend. Alors, ce n'est pas toujours facile. Moi, je trouve que c'est plus fréquent chez les gens qui ont des séquelles de désinsertion de la jonction myotendineuse avec cette petite couronne hyperéchogène, parce que chez eux, vous avez quand même un aspect fibreux qui rend cette zone moins souple. Alors, on va voir, regardez sur cette vidéo, vous allez voir le tendon. Oh, là, j'ai été trop vite, excusez-moi, je reviens en arrière. Je fais, voilà, regardez. Voilà. Vous avez votre tendon qui va s'écarter de l'os. Regardez, hop là, il est là, il est monté. Et toc, vous avez vu, en se replaquant, vous avez senti, enfin, vous avez visualisé un petit ressaut. Alors maintenant, remontons. On a vu l'épinilliaque antéro-inférieur, le petit tronc anté, remontons sur l'épinilliaque antéro-supérieur. Un peu plus haut situé, elle donne lieu à l'insertion de deux muscles, le sartorius en avant et le muscle tenseur du fascia lata, le muscle qui tend le fascia lata un peu plus en arrière. Alors on peut tout voir, c'est toujours pareil. Il y a des désinsertions d'un côté comme de l'autre. Vous avez aussi des anthésopathies avec des remaniements hypoéchogènes, parfois des calcifications. Regardez ici ce muscle tenseur du fascia lata chez cette dame. Regardez ici l'insertion de ce muscle est complètement tué, qui est extrêmement douloureuse. Mais surtout, pensez aux jeunes, pensez à l'apophysose. Et regardez bien la différence entre ces noyaux apophysaires. Ça, c'est un jeune de l'INSEP. Vous voyez, ce noyau est complètement fragmenté. C'est un gymnaste. Et croyez-moi, c'est une douleur absolument élective à cet endroit-là. En antéromédial, on va bien sûr explorer l'insertion du droit de l'abdomen des fibres prépubiennes avec parfois présence une anthésopathie calcifiante. Parfois, vous avez même des lésions qui peuvent apparaître dans le muscle pyramidal. Mais le principal, c'est bien sûr l'insertion de ce tendon du long adducteur. Alors, vous pouvez avoir des arrachements, vous pouvez tout voir. Vous pouvez tout voir. Quasiment tous les joueurs de football, et surtout les jeunes, ont tous une pathologie du tendon du long adducteur. En plus, souvent avec une irrégularité des verges de la symphyse. Tous les jeunes ont une irrégularité des verges de la symphyse. Regardez, on peut tout voir. Toutes les images sont possibles. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Il y a deux choses. Deux choses importantes. Un, la comparaison au côté opposé. Et deux, de nouveau, le doigt sous la sonde. C'est notre force, nous. C'est notre force en échographie. On a du direct. On peut palper la zone douloureuse et croyez-moi, c'est vraiment ça qui est important. Et puis, on n'oublie pas qu'il y a d'autres adducteurs qui ont des insertions mi-osseuses sur ces corticales. Et là aussi, vous pouvez avoir des désinsertions comme ici ou comme ici. Et puis, on va descendre. On va descendre le long de la cloison frontale du long adducteur et parfois visualiser des désinsertions complètes du muscle sur ce squelette conjonctif de ce long adducteur. Et on en profite pour regarder quand même cette cloison. Regardez ici. Vous voyez, cette cloison est complètement épaissie, irrégulière, douleur chronique tout à fait typique, 9 fois sur 10 chez un joueur de football. Alors en latéral, latéral c'est important, parce que le nombre de patients qui vous disent « Doc,
j'ai mal à la hanche en montrant la région trochantérienne, ça n'a rien à voir avec leur hanche, bien entendu, mais il y a des choses à voir. Il y a des choses à voir. Et il faut aller à 3 niveaux différents. Lorsque vous êtes en haut, vous allez regarder l'insertion du fascia lata. Tout à l'heure, on a vu le muscle tenseur du fascia lata. Cette fois-ci, c'est le fascia lata qui s'attache plus postérieurement sur la crête. On descend ensuite sur les insertions sur le grand trochanter. Et on n'oublie pas de descendre un petit peu pour voir l'insertion proximale du muscle vaste latéral à la partie distale de ce grand trochanter. Alors, je vous ai dit, le fascia lata, à ne pas confondre avec le muscle tenseur de ce fascia lata, il s'insère plus postérieurement, 5 cm derrière l'épiniaque antéro-supérieur, en superficie du moyen glutéal. Et là, c'est quelque chose qu'il faut rechercher quasiment systématiquement. C'est la pathologie de la femme de la quarantaine qui fait du jogging. Et le problème, c'est que tant que vous n'avez pas mis votre doigt à cet endroit-là, le patient vous racontera des douleurs devant, derrière, sur la fesse. Ça irradie absolument partout. Alors que quand on met sa sonde à cet endroit-là, vous voyez parfaitement un épaississement, une hypervascularisation, une désinsertion même dans certains cas. C'est une pathologie évidente quand on la connaît et on rend des services fantastiques aux patients. Plus compliqué, bien sûr, mais plus fréquent, ce sont bien sûr les insertions sur le grand trochanter. Alors là, je vous laisse lire, vous voyez qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses à cet endroit-là. Mais n'oubliez pas d'abord l'anatomie. Le grand glutéal, il est superficiel et postérieur. Le petit glutéal, il est profond et devant. Et vous avez compris que le moyen glutéal, c'était entre les deux. Or, il y a plusieurs facettes, mais ce qui est important, c'est de voir celles qui sont efficaces, si je puis dire. Devant, vous avez la facette pour l'insertion du tendon du petit glutéal, sur ce schéma que je dois à Valérie Villemain. Sur le côté, la plus importante, c'est l'insertion de la lame tendineuse du moyen glutéal. Et puis vous avez une petite facette postéro-supérieure pour le tendon du moyen glutéal. Parce qu'en fait, vous avez un tendon et vous avez une lame tendineuse à ce moyen glutéal. Et vous avez les grands. Et la facette postérieure, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Le grand glutéal passe devant, mais ne s'insère pas, il s'insère plus bas sur la ligne âpre. Alors voyons cette animation de Valérie Villemain. Voilà, vous avez le muscle moyen glutéal, son tendon sur la facette postéro-supérieure, sa lame latérale sur la facette latérale. Plus en profondeur, vous avez le petit glutéal qui va s'insérer sur la facette antérieure. Et puis vous aurez quoi? Eh bien, vous aurez le grand glutéal, le grand qui lui passe postérieur superficiel et ne s'insère pas sur le grand trochanter. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi, la bande iliotibiale, ce tractus iliotibial, ce fascia lata qui vient tapisser le moyen glutéal et qui est maintenu sous tension par le muscle tenseur du fascia lata qui lui s'insère sur l'épiniaque antéro-supérieur. Alors pour étudier le petit glutéal, il y a deux possibilités. Soit vous mettez votre membre inférieur en rotation indifférente et il sera relativement antérieur et profond, ou bien le truc, c'est de le mettre en rotation externe. Vous mettez le membre inférieur en rotation externe et à ce moment-là, le petit glutéal deviendra beaucoup plus superficiel et sera beaucoup plus facile à étudier. Ensuite, si vous le mettez en rotation indifférente dans le plan axial, bien entendu, vous le verrez souvent avec un artefact à la partie antérieure, dans cette petite fossette de la partie antérieure du grand trochanter. Voilà ici ce tendon du petit glutéal qu'on a mis en rotation externe. Vous voyez qu'il n'est plus dans une zone d'artefact, il est vraiment sur la face superficielle, si je puis dire, parce qu'on a mis la rotation externe. Alors, le moyen glutéal, c'est quasiment tout ce que vous voyez. Le moyen glutéal, vous voyez d'abord sa face, sa bande latérale, que vous allez étudier en rotation indifférente, et puis vous irez voir son tendon, très important, tendon postérieur. Et là, vous allez étudier au contraire, en rotation interne. Regardez ici, c'est assez rare de voir ça. Vous avez la bande latérale qui se prolonge par le tendon. Vous le voyez aussi sur l'IRM. C'est exactement comme un supraépineux, par exemple. Et puis, au-dessus de cette bande latérale, eh bien, il est tapissé par la bande létiotibiale en superficie du moyen glutéal et bien sûr du grand trochanter.
plus postérieurement, vous aurez le tendon du moyen glutéal. Regardez comme la facette, elle est oblique à cet endroit-là, recouvert par le muscle grand glutéal qui ne s'insère pas à ce niveau-là. Alors vous allez me dire, quelles sont les pathologies de ces tendons glutéaux? Mais n'oubliez pas qu'il y a de nombreuses années, ou longtemps, mais avant ma naissance, l'homme marchait à quatre pattes. L'homme marchait à quatre pattes. Donc, ce n'est pas étonnant de voir énormément de similitudes entre les pathologies des muscles glutéaux et les pathologies de l'épaule, bien entendu. Rupture, désinsertion, bursite, tendinopathie calcifiante, vous pouvez tout voir. Vous pouvez tout voir à cet endroit-là. Et c'est important. C'est important de déterminer s'il n'y a pas des ruptures, par exemple, de ces tendons. Parce qu'il faut faire attention, pas les infiltrer n'importe comment. Il faut vraiment faire attention. Vous voyez assez fréquemment, comme ici, vous voyez, le tendon, il s'est frotté là. Sur le bord du grand trochanter, vous avez une petite déchirure partielle à cet endroit-là. Ça, c'est extrêmement fréquent. Et puis, quand ça se désinsère complètement, souvent, vous avez la bande latérale du moyen glutéal qui est désinsérée, c'est une coupe axiale. Devant le tendon, heureusement, le tendon du petit glutéal et le tendon du moyen glutéal resteront normalement insérés. Et si l'un des deux se désinsère, croyez-moi, c'est vraiment une pathologie, une symptomatologie très importante pour le patient. Je vous rappelle aussi que ce tendon du petit glutéal a tendance à donner des douleurs plutôt antérieures. Donc même en cas de douleur inguinale, allez toujours voir ce tendon du petit glutéal, croyez-moi, vous allez trouver beaucoup de pathologies. Pathologies comme quoi? Pathologies comme des clivages tendineux, pathologies, des ruptures partielles, ici des désinsertions myotendineuses. On peut voir tout ce que vous voulez, exactement comme dans une épaule. Des anthésopathies, regardez ici le remaniement hypoécogène de ce tendon, regardez ici cette calcification tendineuse tout à fait typique. Je vous le répète, le petit glutéal, où lui aussi vous pouvez tout voir, ténosynovite, regardez cette ténosynovite ici, vraiment engainante, calcification d'insertion, désinsertion, vous pouvez tout voir, ça donne des douleurs antérieures. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Alors les bursites, il y en a trois types. Il y a surtout les superficiels qui seront sous la bandelette iliotibiale, en superficie du moyen glutéal. Ici, vous voyez, vous êtes au niveau du grand trochanter. Regardez, la bourse vient tapisser littéralement le grand trochanter en profondeur de la bandelette iliotibiale. Et puis la bourse plus profonde, en profondeur de ce moyen glutéal, ici ou ici. Et puis, bien entendu, toutes les bourses du petit glutéal. Alors, je vous ai dit que la pathologie, c'était exactement comme au niveau de l'épaule, sauf une chose, la bandelette. Et là, il faut bien la regarder. Parce que la bandelette, croyez-moi, ça peut donner de multiples pathologies. Des ruptures de la bandelette. Des ruptures, en particulier chez les danseurs. Vous pouvez avoir ça. Vous pouvez avoir des calcifications et des épaississements majeurs, en particulier en post-opératoire. Ou bien ces petites ruptures ici, regardez, partielles, extrêmement douloureuses. Parce que c'était peut-être une rupture plus importante qui a mal cicatrisé. Et puis regardez ici. Regardez ici, entre le côté droit et le côté gauche, la différence d'épaisseur entre ces bandelettes iliotibiales que j'ai mis ici à panérose. Regardez, vous avez du côté gauche un épaississement, très marqué par comparaison au côté droit. C'est très fréquent après une prothèse. Après mise en place d'une arthroplastie, l'offset de la hanche a été modifié et vous avez un conflit, un véritable conflit entre cette aponérose, ici, regardez, épaissie, et le grand trochanter. Alors, là aussi, vous pouvez avoir des ressauts, avec cette bandelette qui vient sauter littéralement sur le grand trochanter. Là, le patient a aussi l'impression que sa hanche se déboîte, le Streck artefact de nouveau. Ici, on va voir sur la dynamique. Voilà, ça va partir. Voilà, vous allez voir, et ça va passer en une fois. Allez, toc, vous avez vu, c'est passé en une fois avec le Streck artefact. Alors là, un truc, lorsque vous faites ça, souvent la première fois, vous ne voyez rien. Vous reprenez votre trackball et vous faites image par image, une vue rétrospective, image par image, et croyez-moi, c'est à ce moment-là que vous verrez, là, entre ces deux images-là, ça a vraiment sauté. Je vous ai dit qu'il y avait aussi les insertions proximales du vaste latéral, ne les oublions pas, c'est vraiment une cause non négligeable de douleur. Les fibres musculaires du vaste latéral viennent s'insérer à la partie distale de ce grand trochanter, avec comme toujours
des calcifications, des anthésopathies, hein, parfois, regardez ici cette anthésopathie relativement volumineuse, ou parfois, hein, même parfois des désinsertions. Alors, après la pathologie tendineuse, ben vous avez les pathologies de voisinage, en particulier les pathologies vasculaires. Attention, quand vous avez une collection, ne pensez pas systématiquement à un kyste de la bourse du psoas. Hein, ça peut être un faux anévrisme. Hein, allumez le Doppler, parce que si vous piquez ça, vous allez devoir comprimer pendant quelques heures. En plus, à cet endroit-là, vous aurez beaucoup de ganglions, énormément de ganglions. Alors, les ganglions, c'est banal. Hein, il faut regarder s'il n'y a pas une mycose interdigitale entre les orteils. Mais surtout, il faut regarder si c'est un ganglion normal et pas un ganglion tumoral. Alors, le ganglion normal, il a son grand axe horizontal. Hein, il a un île qui est vascularisé par une artère. Le ganglion pathologique, il est arrondi. Il a un île qui est désorganisé et il a plusieurs pellicules vasculaires. Ici, c'était une métastase de prostate. Ici, c'était deux cas de Hodgkin. Et puis, bon, il y a les hernies, mais comme je vous ai dit, hein, ça, on ne peut pas tout faire. Hein, ce sera pour un autre webinaire. Hein, on repère cet orifice crural, je vous le montrerai, mais on ne va pas insister sur cette pathologie qui est très importante. Donc, vous voyez qu'il y a des choses à voir. Hein. Hein, il y a pas mal de choses à voir en cas de douleur inguinale, plus en cas de douleur latérale, et puis vraiment en cas de pathologie négative. Je pense que l'écho est un merveilleux outil pour démembrer les étiologies de douleur à ce niveau. Et je vous répète, les choses importantes, c'est fromage, dessert, on fait les deux côtés et on glisse le doigt sous la sonde pour quand on voit une image pathologique, pour vraiment repérer si ça correspond à quelque chose. Voilà, on va s'arrêter peut-être une petite minute. Et vous n'oubliez pas qu'il y a deux boutons, donc le bouton suggestion pour qu'on vous envoie le certificat de ce webinaire et le bouton commentaire pour poser des questions. Et on va s'installer pour faire une démonstration pratique qui aura lieu dans 2-3 minutes maximum. À tout. Et bien voilà, tout est en place pour la démonstration. Je vais essayer de vous montrer, parce que c'est bien beau de vous le montrer en PowerPoint, mais maintenant on va essayer de le faire en live et de vous montrer comment faire. D'une part, il ne faut jamais agresser le patient. Ici, on n'a pas quelqu'un qui est gros, mais c'est vrai que parfois les patients sont corpulents. Il ne faut pas pousser avec sa sonde comme une brute. Vous mettez votre sonde progressivement, voilà. Vous repérez, je suppose qu'on a la vue de l'écran en même temps. Vous repérez sur l'écran l'orifice, la tête avec son cartilage, son labrum, et vous faites cette coupe-ci. Regardez, je suis dans l'axe du col. Je suis dans l'axe du col et je regarde bien les replis capsulaires antérieurs au devant du col, c'est-à-dire entre là et là. Ça, c'est très important. C'est très important parce que dès la première coupe de votre examen, dès les 10 premières secondes de l'examen, vous êtes certain que la coxo-fémorale a quelque chose ou n'a rien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut vraiment se méfier parce que ce repli capsulo-synoviaux se majore en rotation interne. Je vais tourner la jambe du patient, et voilà. Et vous voyez que ça c'est légèrement chez ce monsieur. Pas énorme, mais il y a une petite majoration
en rotation interne. Vous voyez quand même ici, c'est un peu plus concave en rotation indifférente ou en rotation externe. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez monter. Vous allez monter tranquillement, voilà. Là, vous allez regarder, il n'y a pas de liquide, hein, il n'y avait pas de liquide. Ici, vous voyez au-dessus de la tête, mais ça, c'est de la brome. Regardez le cartilage, on le voit super bien ici. Hein. Agrandissez toujours vos images, hein. Utilisez tout votre écran. Voilà, alors vous voyez, la pointe ici de la brome, on ne le voit pas très bien, ça n'a aucune importance, mais c'est là que ça compte. C'est là que sont les lésions. Regardez ici, vous avez de tout petits spicules d'insertion, ça n'a aucune anomalie. On regarde bien hein, l'ensemble de cette zone d'insertion antérieure, on ira voir tout à l'heure la partie latérale, et on balaye comme ça. Si je vais un petit peu plus en médial, voilà, vous avez de la brome, je vais un tout petit peu plus en médial, là, et qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a le tendon du psoas. On a le tendon du psoas qui vient cravater la face antérieure du cotyle. Et si je vais un peu plus en latéral, je repasse par le labrum, et en latéral, je tombe ici sur quoi? Le labrum en profondeur, et voilà, le tendon direct du droit fémoral. Le tendon direct du droit fémoral qui vient s'insérer sur l'épine iliaque antéro-inférieure. Et regardez cette image et dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient là? Eh bien ça c'est le tendon indirect. Ça c'est le tendon indirect qu'on va étudier en vue axiale. C'est le tendon indirect qui va se prolonger en donnant la lame sagittale de ce droit fémoral, qui est un élément capital, parce que la majorité des lésions musculaires de ce droit fémoral sont en fait des lésions conjonctives de cette lame sagittale. Alors on va prendre ça dans le plan axial, regardez. Je prends dans le plan axial, voilà, je mets la sonde exactement dans le creux inguinal, hein, je mets la sonde dans l'axe du creux inguinal, et j'ai les différents faisceaux du muscle psoas-iliaque. Il y a parfois un petit tendon accessoire, mais voilà, le tendon du psoas. Et vous voyez, il est vraiment plaqué. Il est plaqué contre la corticale. Il n'y a pas de liseré hypoécogène à cet endroit-là. Si vous avez un liseré hypoécogène, c'est un épaississement pathologique de la bourse. En plus, qu'est-ce qu'on regarde d'autre qui est très important? On va regarder ici, voilà, sur l'épine iliaque antéro-inférieure, le tendon direct du droit fémoral, qui est comme un petit chapeau, hein, vient s'insérer sur cette épine iliaque antéro-inférieure. Je vous rappelle, chez l'adolescent, le gamin de 13 ans qui joue au foot, la jeune fille de 11 ans si elle joue au foot, c'est très important d'aller voir, et bien sûr on compare entre les deux côtés pour voir s'il n'y a pas une irrégularité, s'il n'y a pas du Doppler, à la recherche d'une apophysose. Ensuite, on va descendre un petit peu. Je vais demander à monsieur de mettre sa jambe en rotation externe et je vais refaire une coupe en allant un peu plus en profondeur et je refais une coupe du col fémoral exactement comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais regardez, le membre inférieur du patient est légèrement en rotation externe. Pourquoi? Pour détendre. Et pour détendre, et je fais le col, vous voyez, j'ai le col ici, et je suis à la recherche de quoi? À la recherche du petit trochanter. À la recherche du petit trochanter. Vous voyez? Alors ne vous étonnez pas, il y a encore du muscle. L'insertion du psoas à ce niveau est en grande partie musculaire et seulement partiellement tendineuse. Voilà, regardez. Hein, vous avez ici le petit trochanter sur lequel vient s'insérer ce tendon du psoas. Ensuite, ce tendon du psoas, vous allez le suivre. Vous allez le suivre, vous allez regarder plus haut. Et plus haut, qu'est-ce que vous allez voir? Voilà, je reprends, et le voilà. Et le voilà. Et ici, bien sûr, c'est principalement chez les patients qui ont été opérés que c'est important à regarder, mais regardez la structure fibrillaire de ce tendon, la jonction myotendineuse, il n'y a pas de remaniement à ce niveau. Et là, vous comparez entre les deux côtés et vous verrez parfaitement si vous avez à cet endroit-là un épaississement, surtout si vous glissez le doigt sous la sonde. Là. Alors vous allez me dire, c'est très beau de voir le tendon direct, on a aperçu le tendon direct, comment le voir? Eh bien, regardez, vous avez votre tendon direct, le petit chapeau, qui voilà, j'avance un tout petit peu ma sonde et je vais sur le côté. Et je tourne ma sonde sur le côté. Et en tournant ma sonde sur le côté, je vais voir apparaître, voilà, je cherche un petit peu, c'est du direct, et voilà. Et le tendon indirect, il est là, regardez. Vous avez son tendon indirect qui s'insère sur la face latérale du cotyle. Ici, vous avez du labrum. Et vous voyez ce tendon indirect qui va en fait passer sous le tendon direct qui est là pour aller former la cloison sagittale. Regardez, ce tendon indirect qui est là, c'est exactement l'image.
où on avait l'impression d'avoir un artefact ici, voilà. Vous voyez, ça c'est le tendon indirect que vous voyez sur la coupe sagittale, et sur la coupe axiale, vous allez un petit peu sur le côté, et vous avez le repéré à son insertion, ici voilà, à son insertion sur le cotyle. Voilà, j'enlève ma main pour que vous voyez bien la position de la sonde. Je vais peut-être vous le montrer de l'autre côté, hein, ce sera peut-être plus facile aussi. Prenez simplement le signe comme ça, voilà. Là, vous avez le petit chapeau de votre tendon direct, enfin plutôt de celui de monsieur. Voilà, je vais mettre ma sonde un petit peu sur le côté, je tourne un petit peu, à la recherche, j'ai perdu mon œil, voilà, je tourne un petit peu à la recherche du tendon indirect que j'ai du mal à voir, et le voilà. Et le voilà parfaitement inséré sur le cotyle. Vous voyez, vous avez intérêt à obliquer un petit peu votre sonde. Hein, la pointe de la sonde va vers le genou, hein, pour bien dépister ce tendon indirect qui va passer sous le tendon direct, ça c'est du muscle, qui va passer sous le tendon direct et faire la cloison sagittale. Vous savez ce que c'est la cloison sagittale, là, voilà. Hein, la cloison sagittale de ce droit fémoral qui est là et qui est source de la majorité des pathologies de ce muscle. Enfin là, c'est autre chose, on est dans le buste. Alors maintenant, on va aller un peu plus en haut et on va chercher ici l'insertion du sartorius. Hein, le sartorius, voilà, le sartorius il est là, hein, on le voit bien. Hein, c'est ce muscle ici, pardon, c'est ce muscle là. On va remonter un peu la focale. Vous jouez toujours avec votre focale. Hein. Là, le sartorius en avant l'épinilliaque antéro-supérieur et derrière, vous savez, ce muscle tenseur du fascia lata, regardez comme on le voit bien, ce muscle, je répète, tenseur du fascia lata qui vient s'insérer sur l'épinilliaque antéro-supérieur, alors que le fascia lata lui-même est beaucoup plus postérieur. On va y revenir. Voyons maintenant sur le plan médial. Sur le plan médial, hein, on a fait le labrum, on a fait le tendon du psoas, on arrive dans quoi? Dans les vaisseaux, bien sûr. Dans les vaisseaux. Et vous savez que les vaisseaux recouvrent un muscle qui s'attache sur l'os, c'est le muscle pectiné. Et puis je vais vous montrer directement ici, hein, l'orifice crural. Hein, après, on ne développera pas, mais je vous le montre quand même. Regardez, j'ai fait une coupe avec ma sonde qui pointe vers le pubis. Vous avez ici les vaisseaux, le pectiné, et vous demandez à votre patient de pousser comme pour aller à selle. Allez-y, monsieur, poussez, 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 allez-y, poussez. Et voilà. Et regardez, la veine gonfle, donc vous êtes certain de deux choses. Votre patient, il comprend bien ce qu'on lui demande, c'est très important. Ce n'est pas vrai en inguinal. Et d'autre part, hein, vous voyez que la veine gonfle, donc il n'y a pas d'hernie crurale. Donc vous voyez, cette manœuvre est très importante. Je répète, je mets dans le pli inguinal, je positionne ma sonde avec les vaisseaux, hein, sur le versant latéral. Vous avez ici l'os, vous avez ici le pectiné. Gonflez, monsieur, poussez, poussez. Voilà. Et on reverra ça au prochain webinaire, hein, avec sur la paroi abdominale. Vous pouvez également faire la coupe, on va tirer un petit peu le slip comme ça, voilà. Vous faites la coupe aussi pour l'orifice inguinal profond, je vous la montre rapidement. Vous voyez ici le muscle droit de l'abdomen, l'artère épigastrique inférieure que je mets au milieu. Ici, vous avez les vaisseaux. Là, vous avez le trajet pour les hernies indirectes. Et là, le trajet pour les hernies directes et les hernies du sportif. Poussez, voilà, et vous voyez que ça ouvre un tout petit peu, mais qu'il n'y a absolument pas d'hernie chez ce monsieur. Continuons un peu plus en médial. Un petit peu plus en médial, bien sûr, vous avez le truc important, c'est ici, cette insertion qui se prolonge avec, vous avez à gauche de l'écran le tendon du droit de l'abdomen. Et regardez, il a un tout petit muscle pyramidal, ce monsieur, les fibres prépubiennes, et tout ça se prolonge par le tendon du long adducteur. Vous voyez, je ne dois absolument pas mettre le patient, hein, en position de la grenouille, pas du tout. Hein, ce tendon du long adducteur, vous le voyez parfaitement bien sur une simple coupe axiale, hein, qui va étudier cette partie-là du pubis. Alors là, c'est là que vous verrez. Regardez, vous voyez que son tendon à ce monsieur, il est irrégulier. Hein, s'il a mal à cet endroit-là, vous dites, oui, mais est-ce que ce n'est pas un artefact? C'est certainement un artefact chez lui. Hein, la seule chose à faire, vous faites l'autre côté, vous glissez votre doigt sous la sonde et croyez-moi, vous aurez la réponse. Continuez toujours
par un tout petit coup de sonde ici. Regardez, vous connaissez l'anatomie des adducteurs, c'est facile, hein, ils s'empilent les adducteurs. Là, vous avez le long adducteur, le court, le grand. Et dans le long, qu'est-ce qu'on voit? Cette structure-là que j'agrandis, qui est vraiment très très importante. C'est vraiment le squelette conjonctif de ce long adducteur. La majorité des pathologies se situent à ce niveau-là. Vous voyez chez ce monsieur, comme cette lame, elle est bifide, elle est double, mais ce n'est pas important. Mais surtout, elle est fine, elle a des contours réguliers. Hein, ce n'est pas comme chez un footeux qui a mal à l'intérieur de la cuisse chaque fois qu'il shoot. Donc à cet endroit-là, hein, vous voyez très bien ça. Et en fait, cette lame est la prolongation de ce tendon. Voilà que je vous remontre ici, hein, de ce tendon. Hein, il ne faut pas pousser trop fort parce que vous faites mal assez rapidement à votre patient. Bien. Alors, ça c'est une chose. Donc on a vu, hein, quasiment toutes les structures qu'on peut voir au niveau de ce crâne inguinal. Je vais changer de côté pour vous montrer les insertions latérales. Je vais remettre un petit peu de gel et je vais demander à monsieur de tirer son slip vers le haut pour vous montrer, hein, une structure extrêmement importante qui est l'insertion proximale, hein, du fascia lata. L'insertion proximale du fascia lata, hein, bon, on est bien d'accord, ce n'est pas le muscle tenseur du fascia lata, c'est le fascia lata lui-même, hein, voilà, et dont vous avez l'insertion ici. Voilà, regardez, vous avez l'insertion de ce fascia lata ici, cette espèce de courbe, voilà. Là, vous avez l'insertion de ce fascia lata. Et croyez-moi, c'est capital, surtout chez les jeunes femmes qui font du jogging. Hein, elles se plaignent vraiment de douleurs diffuses, mais quand vous mettez le doigt, donc 5 cm derrière l'épiniaque antéro-supérieure, et que vous voyez une tuméfaction de cette zone d'insertion, hein, vous êtes certain de votre coup. Ici, vous me direz, ouais, il y a une petite irrégularité. Ben oui, il y a une petite irrégularité. Hein, monsieur a plus de 25 ans, donc c'est normal. Hein, mais bon, je le vois sourire. Hein, mais, bon, hein, mais sans ça, vous voyez, il n'a pas mal quand je passe dessus, c'est pas tuméfié, et c'est similaire de l'autre côté. Ça, c'est très important. C'est vraiment très important. Ensuite, vous descendez sur le grand trochanter. Je vais mettre le membre inférieur de monsieur en rotation indifférente, et on va repérer le grand trochanter. Voilà. Et vous voyez que la bandelette iliotibiale, eh bien, elle va passer sur la face latérale de ce grand trochanter. Alors, qu'est-ce qu'on va y chercher? Eh bien, on va chercher d'abord, je vous ai dit, le moyen glutéal. Il a deux choses. Il a la bande latérale et il a le tendon lui-même. Le pied est en rotation indifférente. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche la bande latérale de ce moyen glutéal. Regardez, c'est elle qui descend le plus bas. C'est toute cette structure-ci qui va pratiquement jusqu'à l'insertion du vaste latéral. Vous voyez qu'il n'y a pas de bursite ni entre la bandelette iliotibiale et la bande latérale du moyen glutéal, ni en profondeur de cette bande latérale. Là, vous voyez une jonction myotendineuse extrêmement complexe. Ici, je remonte pour vous remontrer, hein, la bandelette iliotibiale qui remonte, qui peut se casser à cet endroit-là. Hein. Chez certains danseurs, hein, vous avez des fractures de cette bandelette. Et puis, n'oubliez pas que le chirurgien, il passe dedans. Le chirurgien, souvent, il passe dedans. Et donc, ça va laisser des traces. Et ça peut être douloureux. Donc, regardez bien cette bandelette. Regardez bien la bande latérale de ce moyen glutéal. Voilà. Et puis, comme je vous ai dit après, on va demander à monsieur de tourner la jambe en rotation interne pour aller voir le tendon lui-même du moyen glutéal. Et regardez, là, je suis sur la bande latérale. Vous voyez comme la facette est faiblement inclinée. Je vais plus en postérieur. Regardez l'insertion de ce tendon du moyen glutéal. Vous voyez que la facette est nettement plus oblique. Je suis beaucoup plus en postérieur. D'ailleurs, le patient, parfois, se plaint de douleurs franchement fessières, hein, à cause de cette insertion beaucoup plus postérieure. Et puis, ça dépend des patients, mais si vous allez encore plus en postérieur, eh bien, vous verrez, ben voilà, chez lui, c'est ça, c'est clair. Regardez, tout ça, je vais descendre un petit peu, voilà, là. Tout ça, c'est le muscle grand glutéal. Et ce muscle grand glutéal, vous voyez qu'il passe derrière le grand trochanter, hein, sans s'insérer sur ce grand trochanter. Maintenant, on fait l'inverse. On va demander à monsieur de tourner son membre inférieur légèrement en rotation interne. Et quel est le tendon qu'on va trouver? Ben, le voilà. C'est le tendon du petit glutéal. Le moyen glutéal est là, la bandelette iliotibiale est là, et là, vous avez le tendon du petit glutéal qui, comme je vous l'ai dit,
peut vous donner des douleurs antérieures. Si monsieur reste en rotation externe, ce tendon du petit glutéal, il est ici antérieur. Maintenant, vous tournez votre jambe en rotation interne, allez-y, et vous voyez qu'il disparaît. Et voilà, le tendon, il disparaît vers l'avant. Et bien sûr, et vous récupérez la bande latérale. Je l'ai un peu perdu, je vous avoue. Voilà, vous récupérez la bande latérale du moyen glutéal. Et puis voilà, bande latérale, petit glutéal, et beaucoup plus loin derrière, le tendon. Alors, je vais vous donner un truc, parce que parfois, c'est pas évident, parfois vous avez des cuisses énormes. Alors, un truc que m'a donné le professeur Sylvain à Montpellier, quand vraiment vous n'en sortez pas, vous avez beau mettre votre sonde, vous ne voyez rien, eh bien partez plus bas. Regardez, vous faites ça. Toc, là. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez le fémur. Ah, celui-là, vous le verrez chez tout le monde. Et puis vous remontez. Vous remontez, vous remontez, vous remontez, vous remontez. Et vous savez que, de toute façon, si vous suivez le fémur, eh ben voilà, vous arrivez sur le grand trochanter. Il n'y a pas de problème. Donc vous ne risquez pas de le louper. Dernière chose à voir de ce côté-ci, c'est les insertions du vaste latéral. Regardez, le grand trochanter est là, le tendon, la bande latérale est ici, et regardez, la bande étiotibiale est là, et voilà l'insertion de ce vaste latéral à la partie distale de ce grand trochanter. Donc je répète, en latéral, vous avez en haut 5 cm au minimum derrière l'épiniaque antéro-supérieur, vous avez l'insertion du fascia lata ou de la bande étiotibiale. Vous avez les insertions glutéales avec devant le petit glutéal qu'on étudie en rotation externe. En rotation indifférente, vous avez la bande latérale du moyen glutéal, que vous l'avez là, je n'ai pas besoin de le faire, qui est là. Et en postérieur, en rotation interne, vous avez ce tendon du moyen glutéal. Voilà, regardez comment on le voit bien chez lui. Ce tendon du moyen glutéal qu'on voit parfaitement sur cette facette qui est nettement plus oblique, avec ici bien entendu le grand glutéal qui lui ne s'insère pas, il s'insère plus bas sur la ligne âpre. Bon, mais voilà, on a fait antérieur, latéral, on a évoqué les orifices herniaires, mais ça on y reviendra une autre fois. On n'a pas fait postérieur parce que les ischio-jambiers, c'est vraiment un truc très important. Il faut presque tout un webinaire pour le faire. Ça pourra se faire aussi si vous le souhaitez. Donc il nous reste encore pas mal de pain sur la planche. Mais j'espère qu'avec ça, vous avez progressé dans la connaissance anatomique et surtout dans ce démembrement des étiologies douloureuses, parce que combien est-ce qu'on n'a pas de patients qui viennent nous voir pour des douleurs inguinales ou latérales et où les radios ne donnent pas le diagnostic. Voilà, bonne soirée. Je suis maintenant à votre écoute des questions. On va arrêter une petite seconde le temps qu'on les récupère. Et puis je répondrai à vos questions. Et je remercie mon modèle qui avait de très beaux tendons. S'il vous plaît. Voilà. Bien, merci. Il y a plein de questions, c'est génial. C'est génial. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui disent merci en plus, ça c'est très sympa. Alors on me demande ici, merci, est-ce qu'il y a un replay possible? Ben non, je ne pense pas, on fera autre chose, on va essayer de changer. On va essayer de changer. Ça, c'est la première chose. Alors ensuite, il y a une question très intéressante, c'est sur la méralgie.
Alors c'est vrai, je n'ai pas parlé la méralgie parce que tout simplement, ce n'est pas une douleur du crâne abdominal. La méralgie, bon, le nerf passe à côté de l'épiniaque antéro-supérieur, c'est vrai, mais la méralgie est une douleur de la face antéro-inférieure de la cuisse, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Manœuvre dynamique. Ben, les manœuvres dynamiques, on n'a pas grand-chose à faire. On aurait pu faire, oui c'est vrai, la recherche du ressaut, mais en général c'est des jeunes danseuses. Ici c'est différent. Donc on les met en position de la grenouille, vous savez, on met la grenouille et puis on met le membre inférieur à plat. Bon, c'est tout, c'est pas sans ça, il n'y a pas tellement de dynamique à cet endroit-là, sauf, on le verra dans le webinaire sur la paroi abdominale, lorsqu'on fait, bien entendu, du Valsalva, et je vous l'ai montré chez ce monsieur, du Valsalva pour faire gonfler la veine fémorale. Ce qu'on fait de gonfler la veine, vous voyez, le patient a compris. Ce n'est pas toujours le cas, croyez-moi. Mais quand la veine gonfle, le patient a compris, et d'une part, et d'autre part, vous n'avez pas d'hernie crurale. Bien, quel est l'intérêt échographie dans les conflits nerveux, sciatalgie, syndrome pyramidal? Ça, c'est aussi une très bonne question. Bien entendu, c'est quand on fera la fesse. Ce sera également l'objet d'un autre webinaire. Fait la fesse. Alors, on parle toujours de syndrome du pyramidal. Je suis extrêmement méfiant sur cette appellation parce que dans 99% des cas, le pyramidal est un muscle simplement qui se contracte, mais ce n'est pas à l'origine de la douleur. C'est pas à l'origine de la douleur. Il faut chercher autre chose. Mais ça, croyez-moi, ça prend du temps. Ça fera l'objet d'un autre webinaire. Bon, onde de choc. Peut-elle entraîner des lésions du tractus? Je ne crois pas. Je ne crois pas, sauf s'il est abîmé avant. Bien entendu, si le tractus a été cisaillé par le chirurgien et qui n'a pas cicatrisé, oui. Si le tractus a été abîmé chez un danseur, par exemple, oui. Mais sinon, les ondes de choc ne vont pas. Mais par contre, je ne pense pas qu'elles soient très efficaces à cet endroit-là. Alors, ça c'est bien ça. Le tendon réfléchi du droit fémoral est-il souvent trouvé rompu? Oui. Oui. Chez nos footeux. Et chez nos footeux, il faut étudier le tendon direct et le tendon réfléchi. Parce que ça change complètement le pronostic. Ça change complètement le pronostic de savoir si un tendon tient encore en place et surtout s'il n'est pas abîmé. Tandis que s'il est à moitié abîmé, il vaut mieux qu'il pète. Ça c'est certain. Et que tout descende. Mais sans ça, oui, c'est important. Et on voit parfois même des lésions uniquement du tendon réfléchi. Je vous en ai montré une, la désinsertion de ce tendon réfléchi sur le versant latéral du cotyle. Alors, un petit mot sur les ondes dans le pédiatrique. Oui, moi je ne suis pas pédiatrique. Et diagnostic différentiel de l'artère blanc. Là, franchement, je pense que l'échographie est un super examen pour déterminer un épanchement chez un gamin. Je pense maintenant le diagnostic avec l'arthrite, c'est le Doppler, c'est sûr. Puis surtout, c'est la clinique. C'est la clinique, bon, c'est la fièvre, etc. Mais bon, je ne suis pas spécialisé là-dedans. Alors, on me demande aussi arrachement de l'épiniaque antéro-inférieure. Oui, je vous en ai parlé. Ça, c'est la pathologie du gamin de 13 ans, de la jeune fille de 11 ans qui joue au foot. Il tape dans le ballon et il crève de mal. Ils ne peuvent plus continuer à jouer. Ça, vraiment, séquence flair. Ça, c'est un arrachement de l'épiniaque antéro-inférieure. Oui, ça existe chez le jeune avant que ce ne soit fusionné. Et évidemment, si avant le gamin se plaignait déjà d'une douleur parce qu'il avait une apophysose, le noyau étant plus fragile, il y a une malchance supplémentaire pour que ça se désinsère. Et croyez-moi, c'est une sale pathologie, parce que ça vous donne des ossifications qui parfois sont extrêmement importantes et qui gênent vraiment la vie du patient tout le temps. Bon, je vois s'il n'y en a pas d'autres. Non, j'ai tout fait. C'est sympa, merci, vous êtes super sympa. Ça fait plaisir. Là, je regarde bien. Non, voilà. Et puis bon, je vous donne rendez-vous surtout. On va encore en faire, parce que il y a plein de gens qui sont là. Ça fait vraiment plaisir. On va vous refaire ça. Une autre fois, on fera d'une part la paroi thoracique aussi. L'écho dans la paroi thoracique, c'est génial. On voit plein de choses. Abdominal aussi, avec les hernies. Parce que ça, il faut plus de temps. Là, vous ne pouvez pas mettre les hernies là-dedans, c'est trop. Et puis on fera un autre webinaire sur toute la partie postérieure avec les ischio-jambiers et l'échographie de la fesse, croyez-moi. Il y a aussi beaucoup de choses à dire. Voilà, je vous dis bonsoir.
et j'espère à bientôt, à bientôt pour un autre webinaire. Bonne soirée à vous, au revoir.